Il suffit parfois de lever les yeux, la nuit, quand le bruit du monde ralentit un peu, quand les lumières des villes laissent encore passer quelques étoiles. À ce moment-là, quelque chose se produit. Une sensation difficile à décrire. Comme si face au ciel, notre corps retrouvait soudain une autre échelle. Le froid sur la peau, le souffle, le battement du cœur. Et au-dessus de nous, cette immensité. Des lumières vieilles de milliers, parfois de millions d'années. Des galaxies invisibles à l'œil nu. Des mouvements silencieux qui traversent l'espace depuis des temps impossibles à imaginer. On n'est rien à côté de tout ça. L'univers paraît lointain, presque inaccessible. Et pourtant, depuis toujours, les êtres humains ressentent le besoin de le regarder. Pourquoi cette fascination ancienne pour le ciel ? Pourquoi ce besoin presque instinctif de chercher quelque chose dans les étoiles ? Depuis des millénaires, les civilisations ont observé les astres, tenté de comprendre le rythme du cosmos, chercher des réponses dans le mouvement des planètes et dans les profondeurs de la nuit. Comme si l'espace racontait aussi quelque chose de nous. Aujourd'hui encore, malgré les avancées scientifiques, malgré les télescopes capables de voir aux frontières de l'univers observable, une part du mystère demeure intacte. Parce que plus nous découvrons l'immensité du cosmos, plus une question revient. Quelle place occupe réellement le corps humain dans cet ensemble vertigineux ? Parce qu'il y a un paradoxe fascinant. Nous sommes des êtres fragiles, limités, traversés par le temps. Quelques dizaines d'années de vie seulement. Un corps qui naît, évolue, s'épuise. Et pourtant, nous sommes capables d'imaginer l'infini, de mesurer les distances entre les galaxies, de chercher l'origine du temps lui-même. Comme si quelque chose reliait silencieusement notre existence à cet espace immense. Depuis toujours, philosophes, astronomes, médecins, mystiques et scientifiques tentent de comprendre cette intuition. Existe-t-il des correspondances entre le corps humain et l'univers ? Des rythmes communs, des échos, des structures invisibles qui se répondent ? Ou est-ce que c'est simplement une projection humaine, une manière de chercher du sens dans l'immensité ? C'est justement la question qu'on va explorer aujourd'hui. L'endroit précis où la science, le vertige et l'intime se rencontrent. Là où le regard porté vers les étoiles finit inévitablement par revenir vers nous-mêmes. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et cette vidéo-là, faut savoir qu'elle sort le 24 juin. Et sachez que dans 4 jours, il y a la sortie de la carte du ciel sur Sirius. Pour ceux qui ne savent pas, Sirius, c'est mon application d'astronomie que j'ai créée pour vous et qui est gratuite et disponible partout dans le monde. Et en vrai, je vous ai dit un peu n'importe quoi, c'est pas que la sortie de la carte du ciel, c'est littéralement la sortie de la 3e version de l'application. Il y a énormément de nouveautés, pour le coup là on a vraiment bien bossé, on a vraiment amélioré et pris vos retours en compte. Et je pense que là on est vraiment dans la meilleure version de l'appli. Maintenant vous pouvez suivre l'arrivée d'aurores boréales ou australes depuis l'application. Vous pouvez publier des photos, commenter des articles, liker, il y a encore plus d'articles maintenant aussi, faut savoir. Avant c'était genre un article tous les 3 jours, maintenant on est à un article presque tous les jours, voire 2. Et quand je parle d'articles, c'est dès qu'on fait une découverte, je sais pas, qu'on découvre une nouvelle planète ou autre, et on vous alerte justement. Bref voilà, c'est une application qui j'espère vous plaira. Pour ceux qui l'ont pas encore téléchargée, franchement pensez-y, elle est gratuite et profitez-en. Puis pour le coup c'est vraiment inédit, il y a aucune autre application qui est comme ça. Alors évidemment il y a d'autres applications d'astronomie qui existent, genre avec que la carte du ciel, mais pas d'application aussi communautaire que nous on essaie de le faire, parce que pour le coup dans l'appli vous avez la possibilité d'interagir entre vous, et peut-être qu'un jour on intégrera même les messages privés, enfin bref on verra. J'espère que ça vous plaît vraiment, donnez-moi vos retours sur l'application, ça m'intéresse premier degré, comme ça pour la 4e version on pourra faire des choses encore plus folles. Voilà, l'appli c'est Sirius, il y a le QR code qui s'affiche ici, le lien en description ou alors en commentaire épinglé. Et d'ailleurs en parlant de commentaires, sachez que je réponds à tous les commentaires quand la vidéo est sortie il y a moins de 24 heures. Sur ce, je vous embête pas plus, on est parti. Depuis toujours, les humains regardent le ciel, et puis se regardent eux-mêmes. Et très vite, une idée un peu vertigineuse apparaît. Et si notre corps était une sorte de miroir de l'univers ? Parce qu'en vrai, il y a quelque chose de troublant. Quand on observe le vivant, et quand on observe le cosmos, on retrouve partout des cycles, des rythmes, des mouvements. Rien n'est totalement figé, rien n'est vraiment immobile. Et ça, c'est assez fou quand on y pense, parce que on a constamment l'impression d'être à l'arrêt. Là, tout de suite, si vous êtes assis ou debout sans bouger, vous avez peut-être l'impression d'être parfaitement immobile. Alors qu'en réalité, c'est l'inverse. À l'intérieur du corps, tout s'agite en permanence. Le cœur bat, le sang circule, les poumons se gonflent et se vident. Des milliards de réactions chimiques se produisent à chaque seconde. Les cellules meurent, se remplacent, communiquent. Même dormir
est une activité extrêmement dynamique. Et ce qui est fascinant, c'est qu'à l'échelle de l'univers, c'est pareil. La Terre tourne sur elle-même à environ 1600 km/h. En même temps, elle tourne autour du Soleil à plus de 100 000 km/h. Le Soleil lui-même traverse la galaxie. Et la galaxie entière est elle aussi en mouvement dans l'univers. Donc même quand vous pensez être immobile dans votre canapé, vous êtes en train de traverser l'espace à une vitesse complètement délirante. Et ce lien-là, entre le corps et l'univers, est peut-être l'un des plus puissants. Dans les deux cas, l'immobilité totale n'existe presque pas. Dans le vivant, quand tout s'arrête vraiment, le cœur, les échanges, la circulation, le mouvement, c'est la mort. Et dans l'univers aussi. Les objets complètement figés finissent souvent par signifier autre chose. Le refroidissement, l'effondrement, la destruction. La vie, comme le cosmos, est une histoire de circulation permanente. C'est une histoire commune de mouvement, d'échange et de force, ou même de transformation continue, de matière qui voyage. Alors forcément, depuis des milliers d'années, les humains cherchent des correspondances, des liens cachés, des échos entre le petit monde du corps humain et le grand monde du cosmos. Dans l'Antiquité déjà, beaucoup de civilisations imaginaient que le corps et l'univers fonctionnaient selon les mêmes règles. Les Grecs parlaient du corps comme un microcosme, un petit univers miniature. Et le cosmos, lui, devenait une sorte de gigantesque organisme vivant. À cette époque, la frontière entre science, philosophie, médecine et spiritualité elle est très floue. Observer les étoiles, c'est aussi essayer de comprendre les maladies, les émotions, le destin. Pendant des siècles, on pense que les planètes influencent directement le corps humain. Chaque organe est associé à un signe ou à un astre. Mars gouvernait le sang. La Lune agirait sur les humeurs et les cycles du corps. Saturne serait lié aux os et au vieillissement. Et puis, on remarque que certains événements célestes coïncident avec des événements terrestres. À partir de ces coïncidences, on développe des interprétations, parfois surtout symboliques, qui donneront naissance à ce qu'on appelle l'astrologie. L'astrologie, c'est l'idée que les positions des astres influencent les événements humains. Et d'ailleurs, chaque signe du zodiaque, Scorpion, Sagittaire, Verseau, correspond à une constellation visible dans le ciel. Et c'est pas de l'astronomie au sens scientifique, mais à l'époque, les deux sont étroitement mêlés. C'est pas pour rien que les deux termes se ressemblent d'ailleurs autant. Aujourd'hui, scientifiquement, on sait que l'astrologie ne permet pas de prédire nos personnalités ou nos vies. Aucune étude solide n'a montré que la position des planètes au moment de notre naissance influençait notre caractère ou notre destin. Mais ce qui est fascinant, c'est pas seulement de savoir si ces croyances étaient vraies ou fausses. C'est de comprendre pourquoi elles sont apparues. Tout simplement parce que les humains ont toujours essayé de donner du sens à l'humanité. Le ciel est gigantesque, incompréhensible, presque écrasant. Et notre corps, c'est ce qu'on connaît le plus intime. Alors créer des liens entre les deux, c'était une manière de rendre l'univers moins étranger. Et faut dire qu'entre notre corps et le cosmos, les différences d'échelle sont complètement absurdes. Notre corps mesure environ 1,70 m. Une cellule, quelques micromètres. Un atome autour d'un dixième de milliardième de mètre. Et à l'inverse, la Terre fait plus de 12 000 km de diamètre. Le Soleil pourrait contenir plus d'1 million de terres. Et notre galaxie, elle est tellement grande que la lumière, pourtant la chose la plus rapide connue dans l'univers, met environ 100 000 ans à la traverser. On vit donc coincé entre deux infinis. L'infiniment petit à l'intérieur de nous et l'infiniment grand au-dessus de nos têtes. Et pourtant, malgré ces écarts gigantesques, il existe de vrais liens physiques entre notre corps et l'univers. Pas des liens mystiques, mais des liens matériels. Donc non, les constellations ne décident probablement pas de notre avenir. Mais sans les étoiles, sans les explosions cosmiques, sans l'histoire de l'univers, notre corps n'existerait tout simplement pas. Mais les liens qui nous unissent avec l'univers n'appartiennent pas qu'au passé. Ils sont encore bien présents aujourd'hui. Et nous en faisons les frais tous les jours. Parce que, avant même de comprendre l'univers, nous le ressentons, à travers le temps, à travers les rythmes, à travers cette mécanique invisible qui organise nos vies depuis toujours. Parce que, comme on l'a dit, le corps humain n'est jamais immobile. Nous avons souvent l'impression d'être stable, continu, identique à nous-mêmes. Mais biologiquement, nous sommes faits de mouvements, de cycles, de répétitions. Et ce qui est frappant, c'est que ces rythmes structurent aussi notre rapport au monde. Le matin, le corps s'éveille progressivement. La température augmente. Certaines hormones montent. Le cerveau devient plus attentif. Puis vient la fatigue, le ralentissement, le sommeil, avant qu'un nouveau cycle ne recommence. Pendant des millénaires, les êtres humains ont vécu au rythme de ces alternances naturelles, sans même pouvoir les expliquer.
Le jour et la nuit, les saisons, les périodes de migration, les récoltes, les marées, la lumière du soleil dictait le temps du travail, du repos, du sommeil. La lune servait de repère, le ciel devenait une horloge. Aujourd'hui encore, malgré les villes éclairées en permanence et les écrans capables d'effacer la nuit, notre organisme continue d'obéir à des temporalités anciennes. Le corps garde la mémoire des rythmes du monde. Et plus la science avance, plus cette idée devient fascinante. La vie terrestre s'est développée dans un environnement entièrement structuré par des phénomènes cosmiques. Le jour et la nuit existent parce que la Terre tourne sur elle-même. Les saisons apparaissent parce que notre planète est inclinée face au Soleil. Les océans montent et descendent sous l'effet de l'attraction de la Lune. Même notre manière de mesurer le temps, avec les jours, les mois, les années, ça vient directement des mouvements astronomiques. En fait, notre corps vit en permanence au rythme du cosmos, même quand on ne s'en rend pas compte, parce qu'on a souvent tendance à voir l'univers comme quelque chose de très lointain, comme un décor au-dessus de nos têtes, alors qu'en réalité, nous existons à l'intérieur de cet univers, complètement plongé dans ses lois physiques. Notre corps s'est construit avec elle, grâce à elle. La gravité nous maintient au sol. La lumière du soleil règle nos rythmes biologiques. L'alternance du jour et de la nuit influence notre sommeil, notre température, nos hormones. Même les saisons modifient notre comportement, notre humeur, notre alimentation. Et ce qui est fascinant, c'est que ces lois qui nous paraissent normales sont en réalité extrêmement particulières. Si la gravité était plus forte, notre corps serait probablement plus trapu, plus dense. Et si la Terre tournait plus lentement, nos journées seraient totalement différentes. Si notre planète était plus éloignée du Soleil ou légèrement moins inclinée, le vivant n'aurait peut-être jamais évolué de cette manière. Autrement dit, notre corps n'est pas séparé de l'univers. Il est le produit direct de ses conditions, de ses mouvements, de ses équilibres parfois très fragiles. Nous sommes adaptés à ce cosmos précis. Et dans un univers différent, nous serions différents aussi. Autrement dit, notre univers quotidien est déjà traversé par le cosmos, même lorsque nous ne le regardons pas. Et ça change profondément notre manière de penser le corps. Parce qu'on imagine souvent le corps humain comme une entité autonome, fermée sur elle-même, un organisme séparé du reste du monde. Mais en réalité, il réagit en permanence à son environnement, à la lumière, à la gravité, aux températures, aux variations du temps, aux cycles extérieurs. Un simple décalage horaire suffit parfois à désorienter complètement notre organisme. Quelques heures de différence et le sommeil se dérègle. La faim change, la concentration diminue. Comme si le corps perdait temporairement ses repères fondamentaux. Ça signifie qu'au plus profond de notre biologie, le temps n'est pas une abstraction. Le temps est physique. Il s'inscrit dans les tissus, dans les hormones, dans les comportements. Et cette question devient alors vertigineuse. À quel point sommes-nous façonnés par les rythmes du monde qui nous entourent ? Parce que lorsque nous observons l'univers, nous découvrons partout des phénomènes cycliques, des rotations, des pulsations, des orbites, des périodes. Les planètes tournent autour des étoiles, les lunes autour des planètes. Les galaxies elles-mêmes sont en mouvement. Rien n'est figé. Le cosmos entier semble traversé par des dynamiques répétitives, des équilibres fragiles, des variations permanentes, comme si le mouvement était la condition même de l'existence. Et soudain, une intuition apparaît. Peut-être que ce qui nous relie à l'univers ne se situe pas uniquement dans la matière ou dans l'espace. Peut-être que ça se joue aussi dans le rythme, dans cette manière qu'a le vivant d'être synchronisé avec quelque chose de plus vaste que lui. Depuis toujours, les humains ont tenté de comprendre cette sensation. Certaines civilisations voyaient dans les cycles célestes une influence directe sur la vie terrestre. D'autres cherchaient des correspondances entre les saisons du monde et celles du corps humain. Les calendriers anciens, les rituels, les fêtes, les médecines traditionnelles, tout était organisé autour de l'idée que l'existence humaine faisait partie d'un ensemble plus grand. Bien sûr, la science moderne a remis en question beaucoup de ces croyances. Mais une chose demeure, nous continuons instinctivement à chercher des régularités entre nous-mêmes et le cosmos. Comme si l'être humain refusait d'être un simple spectateur perdu dans l'immensité. Comme si derrière la distance infinie et le silence de l'espace, persistait l'idée d'une continuité invisible entre le monde extérieur et notre expérience la plus intime du vivant. Et cette idée-là accompagne l'humanité depuis le tout début. Bien avant les télescopes, bien avant les satellites, bien avant que l'on puisse photographier des galaxies lointaines ou mesurer l'âge de l'univers. Les humains cherchaient déjà des correspondances. Parce qu'en réalité, regarder le ciel n'a jamais été un simple geste scientifique. C'était aussi une manière d'interpréter le monde, de donner du sens au chaos, d'essayer de comprendre pourquoi nous sommes là.
Parce que pendant des milliers d'années, l'univers est resté profondément mystérieux. Les orages, les éclipses, les comètes, les saisons, les maladies, les naissances, les catastrophes, tout semblait relié à des forces invisibles qui dépassaient l'être humain. Alors les civilisations ont raconté des histoires. Les étoiles sont devenues des figures mythologiques, les planètes des divinités. Le ciel, une immense carte symbolique capable de révéler l'ordre caché du monde. Et dans presque toutes les cultures apparaît une même intuition, celle que l'être humain et le cosmos ne sont pas totalement séparés. Chez les Grecs anciens, l'idée du microcosme et du macrocosme traverse la philosophie pendant des siècles. Le corps humain est vu comme une version miniature de l'ordre universel. En Égypte, les cycles célestes structurent les croyances religieuses autant que la médecine. En Chine, les grands équilibres du corps sont pensés en relation avec les rythmes naturels. En Inde, certaines traditions décrivent déjà le corps comme un espace traversé de forces comparables à celles de l'univers. Partout, malgré les distances culturelles et historiques, une même question revient. Existe-t-il une logique commune entre ce qui se passe en nous et ce qui se passe au-dessus de nous? Évidemment, ces visions ne reposaient pas sur les connaissances scientifiques actuelles. Elles mélangeaient observation réelle, intuition philosophique, spiritualité et imagination. Mais ce qui fascine encore aujourd'hui, c'est pas seulement ce qu'elles affirmaient, c'est le fait qu'elles aient toutes cherché dans la même direction. Comme si l'être humain avait toujours ressenti le besoin de relier son existence à quelque chose de plus vaste. Et ce besoin ne disparaît jamais vraiment. Même dans nos sociétés modernes, même à l'époque des accélérateurs de particules et des observatoires spatiaux. Parce que la science n'a pas supprimé le vertige existentiel, elle l'a même parfois amplifié. Plus nous découvrons l'immensité du cosmos, plus certaines questions deviennent profondes. Pourquoi l'univers possède-t-il des lois aussi précises? Pourquoi la matière s'organise-t-elle de cette manière? Pourquoi la vie est-elle apparue? Pourquoi la conscience existe-t-elle? Et surtout, pourquoi les humains ressentent-ils autant le besoin de chercher des liens, des motifs, des structures? Tout simplement car notre cerveau fonctionne comme ça. Il relie, il compare, il interprète. Face à une image du cosmos, nous chercherons spontanément des formes familières. Nous parlons de toiles, de courants, de naissances stellaires, de mort des étoiles. En fait, on utilise constamment le langage du vivant pour décrire l'univers. Comme si on avait besoin de rapprocher l'inconnu de notre propre expérience. Mais cette tendance humaine pose aussi une question essentielle. Jusqu'où peut-on réellement comparer le corps et le cosmos? Parce qu'entre intuition poétique et réalité scientifique, la frontière est parfois floue, mais elle est essentielle. Certaines analogies sont troublantes, d'autres sont purement symboliques. Certaines révèlent de la biologie, d'autres de la philosophie ou de la spiritualité. Et depuis des siècles, les humains naviguent entre ces différentes manières de comprendre le monde. C'est là que commence une tension fascinante. D'un côté, le besoin presque instinctif de trouver du sens et des correspondances, et de l'autre, la nécessité scientifique de distinguer ce qui est réellement observable de ce qui révèle de l'interprétation. Et pourtant, même les scientifiques les plus rigoureux le reconnaissent souvent. Face au cosmos, il subsiste une forme d'émerveillement difficile à effacer. Parce qu'au-delà des chiffres, des théories, des équations, quelque chose continue de nous troubler. Cette impression étrange que l'univers ne nous est pas totalement étranger. Comme si, malgré les distances inimaginables et les milliards d'années qui nous séparent des étoiles, une part de nous continue à chercher une familiarité dans l'immensité. Bon, c'est assez abstrait tout ça. On est un peu parti dans des questionnements philosophiques, donc rentrons directement dans le concret. Si je vous montre cette image, on est sûrement tous d'accord pour dire qu'on y voit une iris. Et pourtant, il s'agit d'une simulation numérique du noyau de la Terre. On n'est clairement pas sur la même échelle, mais cette simulation nous ramène directement à nous, les humains. Et pour le coup, c'est pas de l'interprétation, ça ressemble vraiment à un œil. Poursuivons avec celle-ci, dont c'est toujours pas un œil, vous en doutez bien, mais une éclipse totale du soleil, observée en 2001 en Angola. Là, la différence d'échelle est encore plus dingue, mais la ressemblance avec notre corps est toujours aussi frappante. Bon, là, les similitudes sont assez évidentes. Mais si je vous disais maintenant d'imaginer un système planétaire et un atome, vous imaginez sensiblement la même chose? Eh bien, dans ce cas, vous auriez tout faux. Parce que oui, dans l'imaginaire collectif, les deux se ressemblent. Ils sont parfois représentés de la même manière et parfois carrément comparés l'un à l'autre. Pourtant, dans les faits, ils sont bien différents. Très souvent, une image apparaît immédiatement. Au centre, un noyau, autour, des petits éléments qui tournent en cercle. Cette représentation est devenue tellement familière qu'elle paraît presque évidente. On la retrouve dans les manuels scolaires, dans les logos scientifiques, dans les films, dans notre imaginaire collectif. Depuis des décennies, l'atome est dessiné
comme une sorte de mini-système solaire. Et c'est logique, parce que notre cerveau adore les images simples, les formes qu'il peut reconnaître immédiatement. Nous cherchons spontanément des analogies entre ce qui nous entoure et ce que nous essayons de comprendre. Alors quand les scientifiques ont commencé à explorer la structure de la matière, cette comparaison semblait parfaite. Un centre, des objets en mouvement autour, un équilibre, une mécanique. Sauf que dans la réalité, les choses sont beaucoup plus étranges. Parce qu'un atome ne fonctionne pas comme un système planétaire. Pas du tout. Déjà parce qu'une planète tourne réellement autour d'une étoile. On peut calculer sa trajectoire, prévoir sa position, mesurer sa vitesse. Tout ça obéit à ce qu'on appelle la mécanique classique, les grandes lois physiques qui gouvernent les objets de notre quotidien et les mouvements astronomiques. La Terre tourne autour du Soleil selon une trajectoire précise, la Lune autour de la Terre. Les éclipses peuvent être prédites parfois des siècles à l'avance avec une précision extraordinaire. Le cosmos, à grande échelle, semble presque parfaitement réglé. Mais lorsqu'on descend vers l'infiniment petit, les règles changent brutalement. Allons à l'échelle de l'atome. En fait, on a découvert que la matière n'est pas un continuum parfaitement lisse. Elle n'est pas divisible à l'infini. Elle est constituée de petites entités discrètes, des atomes. Et à l'intérieur de ces atomes, on imagine des électrons qui gravitent autour d'un noyau. Un peu comme les planètes autour du Soleil. Un modèle simple, rassurant, qui permet de représenter l'infini petit, avec des images familières. Enfin, c'est comme ça qu'on se l'imagine au départ. Le problème, c'est que ce modèle, avec ses électrons qui tournent autour du noyau, comme les planètes autour du Soleil, il est joli. Mais il tient pas longtemps face aux faits. Sur le papier, c'est presque évident. Mais quand on commence à l'examiner de plus près, quand on fait des calculs, quelque chose cloche. Mais quoi exactement ? Eh bien, dans la physique classique, un électron est une particule chargée électriquement. Une particule chargée qui se déplace et qui accélère. Sauf que toujours en physique classique, accélérer et surtout tourner en rond, c'est perdre de l'énergie. Et donc, l'électron devrait rayonner, se fatiguer, ralentir. Donc si ce modèle était correct, l'électron devrait progressivement former une spirale vers le noyau. Tour après tour. Il devrait perdre de l'énergie, se rapprocher et finir par s'écraser. L'atome, lui, devrait s'effondrer sur lui-même. Problème, c'est pas ce qui se passe. Heureusement d'ailleurs, parce que si tous les atomes s'effondrent sur eux-mêmes, on n'existerait pas. Au contraire, les atomes sont stables, ils existent. Mais surtout, ils tiennent dans le temps. Et là, première alerte, parce que la théorie dit une chose, et la réalité en fait une autre. Pour le moment, on ne sait pas encore expliquer ce qui cloche dans notre théorie, mais c'est que le début. Quand on commence à étudier la lumière émise par les atomes chauffés, par exemple dans les tubes à gaz, on s'attend là encore à quelque chose de simple. Si l'atome fonctionne comme un petit système classique, il devrait émettre de la lumière sur toute la gamme continue de couleurs. Un arc-en-ciel bien lisse, sans interruption. Sauf que non, ce qu'on observe, ce sont des raies bien précises, des couleurs isolées, toujours les mêmes, pour un élément donné. L'hydrogène par exemple émet certaines longueurs d'onde très spécifiques, et pas d'autres. Comme si l'atome avait ses propres notes de musique, et refusait de jouer le reste du clavier. Et là encore, impossible de faire coller tout ça avec la physique classique. Pourquoi l'électron ne pourrait-il pas perdre un peu d'énergie, puis un peu plus, puis encore un peu plus ? Pourquoi ces sauts brusques, ces valeurs autorisées et toutes les autres interdites ? Personne ne comprend vraiment. Alors, au début, on rafistole. On ajoute des hypothèses, on bidouille les équations pour les faire coller aux observations. Jusqu'au moment où quelqu'un ose une idée radicale. Et c'est Niels Bohr en 1913. En gros, il suggère que, dans un atome, les électrons ne peuvent pas avoir n'importe quelle énergie. Seulement certaines valeurs bien précises. Des sortes de niveaux autorisés. Et tant que l'électron reste sur l'un de ces niveaux, il ne rayonne pas, il ne perd pas d'énergie, il est stable. Et quand il change de niveau, il ne glisse pas doucement d'un état à l'autre. Mais donc, s'il ne glisse pas, comment il bouge ? Eh bien, il saute, par palier, par niveau bien précis. On parle alors de niveau quantifié. L'électron peut être sur une orbite, puis sur une autre, mais pas entre les deux. C'est une rupture totale avec la physique classique. Le monde de la mécanique quantique vient de naître. Et c'est justement en faisant ce saut qu'il absorbe ou émet une quantité d'énergie bien précise, correspondant exactement à une raie lumineuse observée. Cette nouvelle théorie colle parfaitement avec la pratique. Mais c'est quand même, peut-être, l'un des aspects les plus déroutants de la physique moderne. Comme si, à l'échelle quantique, la continuité elle-même cessait d'exister. Einstein détestait cette idée au départ.
Beaucoup de physiciens eux-mêmes ont eu du mal à accepter ce comportement presque absurde du surréel, parce qu'il contredit profondément notre manière instinctive de comprendre le monde. Dans notre expérience quotidienne, tout déplacement est continu. Vous allez d'un point à l'autre, il faut traverser l'espace entre les deux, logique. Mais dans le monde quantique, cette logique s'effondre. Et ça produit une situation fascinante. L'univers semble obéir à des règles totalement différentes, selon l'échelle à laquelle on l'observe. À grande échelle, les mouvements des planètes paraissent stables, fluides, prévisibles. Imaginez si une planète semblait se téléporter d'une orbite à une autre. Sauf qu'à petite échelle, la matière devient probabiliste, discontinue, presque insaisissable. Autrement dit, ce qui fonctionne pour les galaxies ne fonctionne plus forcément pour les atomes. Et pourtant, notre cerveau continue de chercher des ressemblances, parce que les formes se répondent parfois visuellement, parce que certains mouvements évoquent d'autres mouvements, et parce que l'humain construit sa compréhension du monde à travers des analogies. Et en vrai, c'est hyper intéressant comme analogie. Pourquoi celle-là plutôt qu'une autre ? Pourquoi comparer ce qui est au-dessus de nous avec ce qui nous compose littéralement ? C'est clairement pas anodin comme comparaison. Et on en revient à notre recherche constante de lien entre nous et le reste. En fait, cette erreur raconte quelque chose de très profond sur notre manière de penser. Nous avons besoin de rendre l'invisible imaginable. Alors nous transformons l'inconnu en images familières. Nous dessinons des électrons comme des planètes. Nous parlons de naissance ou de mort des étoiles. Nous utilisons le langage du vivant pour décrire la matière et le cosmos, comme si notre esprit cherchait en permanence des ponts entre des réalités pourtant radicalement différentes. Et peut-être que c'est précisément là que réside le paradoxe le plus fascinant. Plus on explore l'univers, plus il devient difficile à représenter avec les intuitions humaines. Le réel, à certaines échelles, dépasse complètement notre imagination. Et pourtant, même si l'atome et le système planétaire ne fonctionnent pas de la même manière, même si les lois qui gouvernent l'infiniment petit et l'infiniment grand semblent parfois incompatibles, il existe malgré tout un lien entre eux. Un lien immense, un lien ancien. Peut-être même le plus profond de tous. Parce que les planètes, les étoiles, les atomes et nous-mêmes partagent une même origine. Et pour comprendre ça, il faut revenir aux origines même de l'univers. Au tout début, il n'existe presque rien de ce qu'on connaît aujourd'hui. L'univers est surtout rempli d'un élément extrêmement simple, l'hydrogène, l'atome le plus léger, le plus basique possible. Un proton, un électron, et c'est à peu près tout. Pendant des millions d'années, cet hydrogène flotte dans l'espace sous forme d'immenses nuages. Et puis, une force commence lentement à tout changer, la gravité. Petit à petit, la matière s'attire, les nuages se resserrent, ils deviennent de plus en plus denses, de plus en plus chauds. Et à certains endroits, la pression devient tellement énorme qu'une étoile naît. Autour de ces étoiles, il reste souvent de gigantesques disques de gaz et de poussière. La matière continue de s'entrechoquer, de s'assembler, de former des blocs de plus en plus gros. C'est comme ça que naissent les planètes, les lunes, les astéroïdes. Et plus tard, beaucoup plus tard, des mondes capables d'abriter le vivant. En réalité, notre corps est lié à cette histoire depuis le début. Parce qu'avant d'être des cellules, des os ou du sang, la matière qui nous compose était déjà là, dispersée dans ces nuages primitifs de l'univers. Et c'est dans le cœur des étoiles que tout s'est joué. Parce que c'est là que les éléments ont été créés, dans ce milieu extrême et chaotique. En fait, les conditions sont tellement hors normes qu'il se passe un truc fondamental. Les noyaux fusionnent. Et c'est ce qu'on appelle la fusion nucléaire. Concrètement, au début, ce sont des noyaux d'hydrogène, donc avec un proton qui fusionne pour former de l'hélium. Et ce processus, il libère une quantité énorme d'énergie. C'est ça, en fait, une étoile. Pas une boule de feu qui brûle au sens classique, mais une gigantesque réaction de fusion en continu. Et c'est cette énergie qui rayonne, qui traverse l'espace, et qui, des millions d'années plus tard, arrive jusqu'à nous sous forme de lumière. Donc déjà, juste avec ça, on a un premier niveau de transformation. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'une étoile, c'est pas figé, elle évolue. Au bout d'un moment, elle commence à manquer d'hydrogène dans son cœur. Et là, elle se contracte, la température monte encore, et elle commence à fusionner autre chose. Et à partir de là, on commence à fabriquer des éléments plus lourds. Carbone, oxygène, néon, magnésium, toute une chaîne de fabrication étape par étape, comme une sorte d'usine cosmique. Mais il y a une limite, évidemment. Fusionner des éléments de plus en plus lourds demande de plus en plus d'énergie, jusqu'à un point où ça ne devient plus rentable. Le fer, par exemple, c'est un peu la fin de la ligne. Fusionner du fer ne libère plus d'énergie. Au contraire, ça en consomme. Et là, tout s'effondre, littéralement. Dans certaines étoiles massives, quand ce stade est atteint, le cœur s'effondre sur lui-même, en une fraction de seconde. Et ça déclenche un des événements les plus violents de l'univers. Une explosion gigantesque. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant.
Parce que pendant cette explosion, il y a tellement d'énergie, tellement de neutrons, tellement de chaos, que des éléments encore plus lourds vont se former. L'or, le plomb, l'uranium. Des éléments qu'on ne peut pas fabriquer dans les conditions normales. Et ensuite, tout ça est projeté dans l'espace. Les restes de l'étoile, enrichis en l'élément lourd, se dispersent, se mélangent à d'autres nuages de gaz. Et elles finissent des millions d'années plus tard par former de nouvelles étoiles, de nouvelles planètes. Et un jour, quelque part, dans un bras périphérique de la Voie lactée, autour d'une étoile ordinaire que nous appelons le Soleil, cette matière finit par former la Terre. Puis les océans, puis le vivant, puis nous. Alors soudain, la question change complètement, parce que le lien entre le corps humain et le cosmos, il est plus seulement symbolique, il devient matériel, littéralement. Le calcium de nos os a été forgé dans le cœur des étoiles. Le fer qui transporte l'oxygène dans notre sang est né dans des explosions stellaires anciennes. Chaque atome de notre corps possède une histoire cosmique, une histoire vieille de plusieurs milliards d'années. Autrement dit, nous ne sommes pas simplement dans l'univers est en nous. Et peut-être que c'est là le lien le plus profond qui existe entre le corps humain et le cosmos. Cette idée vertigineuse que, depuis le début, la frontière entre les étoiles et nous-mêmes n'a jamais été aussi nette qu'on l'imaginait. Parce qu'au fond, nous sommes littéralement faits de poussière d'étoiles. Et si on pousse encore plus loin l'observation, une autre image apparaît, une image troublante. Parce que cette fois, il ne s'agit plus seulement de l'origine de la matière, mais de son organisation, de sa structure, de la matière dont elle s'assemble. Depuis plusieurs décennies, les astrophysiciens tentent de cartographier l'univers à très grande échelle. Non pas les étoiles individuellement, ni même les galaxies isolées, mais l'ensemble des structures cosmiques sur des centaines de millions d'années-lumière. C'est-à-dire comment elles sont réparties, quelle distance les sépare, où sont-elles les unes par rapport aux autres. Et ce qu'ils découvrent est spectaculaire. L'univers n'est pas réparti de manière uniforme. Les galaxies ne flottent pas au hasard dans le vide. En réalité, elles forment une immense architecture faite de filaments, de nœuds, de connexions et de zones presque entièrement vides. Une structure gigantesque que les scientifiques appellent aujourd'hui la toile cosmique. Vue de loin, elle ressemble à un réseau vivant. Des filaments de matière s'étendent à travers l'espace, reliant entre elles d'immenses concentrations de galaxies. Entre ces filaments existent des vides cosmiques, des régions contenant très peu de matière. Cette organisation est le résultat de milliards d'années d'évolution gravitationnelle. Après le Big Bang, la matière n'était pas parfaitement répartie. Il existait de minuscules variations de densité. Avec le temps, la gravité a amplifié ces différences. Les régions légèrement plus denses ont attiré davantage de matière, puis davantage encore, progressivement. L'univers s'est structuré, comme si la matière avait tissé lentement sa propre architecture. Et lorsque les premières simulations informatiques de cette toile cosmique apparaissent, certains chercheurs remarquent quelque chose d'étrange. Étrange mais complètement dingue en vrai. En fait, cette structure ressemble étonnamment à une autre. Laquelle, à votre avis? Qu'est-ce qui pourrait avoir la même apparence que la toile cosmique? Eh bien, ni plus ni moins que le cerveau humain. Et oui, parce que lui aussi est organisé sous forme de réseaux. Des milliards de neurones reliés entre eux par des connexions. Des zones très denses, d'autres plus vides, des ramifications, des chemins de circulation de l'information. Et si on met une image du réseau galactique et du réseau cérébral à côté, eh bien, ça devient complètement captivant. Là, on parle pas de ressemblance vague, on parle du même schéma, trait pour trait. Une fois dans l'immensément grand, après des milliards d'années, et dans la violence d'une gravité extrême. Et une autre fois, dans le très petit à l'intérieur de nous, formé en quelques semaines seulement. Visuellement, la ressemblance est frappante. D'un côté, les galaxies reliées par des filaments cosmiques, de l'autre, les neurones reliés par les axones et les synapses. Et plus les techniques d'imagerie progressent, et plus cette analogie devient fascinante. En 2020, une étude menée par l'astrophysicien Franco Vazza et le neurochirurgien Alberto Feletti compare mathématiquement la structure de la toile cosmique et celle du cerveau humain. Et les résultats sont surprenants. Malgré des échelles totalement différentes évidemment, les deux réseaux présentent des similitudes statistiques importantes dans leur organisation. Et ça, c'est super important parce que ça nous montre bien que c'est pas juste une ressemblance visible, mais que mathématiquement, les schémas se croisent aussi. Le cerveau humain contient environ 86 milliards de neurones. La toile cosmique, elle, contient des centaines de milliards de galaxies. Mais surtout, dans les deux cas, environ 70% de la masse ou de l'activité est répartie sous forme de structures connectées. Des filaments pour l'univers, des réseaux neuronaux pour le cerveau. Même la manière dont ces réseaux distribuent l'information ou la matière présente certaines ressemblances mathématiques.
Bien sûr, faut être extrêmement prudent. Ça signifie pas que l'univers pense, ni que le cosmos serait littéralement conscient. Et je vous rassure, nous ne sommes pas encore dans le cerveau d'un géant. Et inversement, notre cerveau n'abrite pas un univers complet. Parce que même s'ils se ressemblent en réalité, les mécanismes physiques sont totalement différents. Dans le cerveau, les connexions neuronales transmettent des signaux électrochimiques liés à la pensée, à la mémoire, à la perception. Dans la toile cosmique, ce sont essentiellement la gravité et la matière noire qui structurent les galaxies, à très grande échelle. Les processus n'ont rien à voir. Et pourtant, la ressemblance demeure. Alors pourquoi ? Peut-être parce qu'il existe des lois universelles d'organisation des réseaux complexes. Dans la nature, certaines structures apparaissent spontanément lorsqu'un système devient suffisamment vaste et interconnecté. Et en vrai, on retrouve ce phénomène ailleurs. Dans les réseaux vasculaires, dans les racines des arbres, dans les éclairs, dans certains systèmes fluviaux, dans les colonies champignons, dans les réseaux sociaux, dans Internet lui-même. C'est toujours le même schéma. Comme si la matière, lorsqu'elle s'organise, avait tendance à produire des formes similaires. Et cette idée est fascinante, parce qu'elle suggère que des objets radicalement différents peuvent parfois converger vers des architectures comparables. Non pas parce qu'ils sont identiques, mais parce qu'ils obéissent à certaines contraintes fondamentales. Optimisation des connexions, circulation de l'énergie, distribution de la matière et efficacité des réseaux. Autrement dit, le cosmos et le cerveau ne se ressemblent pas parce qu'ils seraient la même chose. Ils se ressemblent parce que la nature utilise parfois les mêmes stratégies d'organisation, des neurones jusqu'aux galaxies. Et cette intuition provoque un vertige particulier, parce qu'elle donne l'impression que certaines formes traversent toutes les échelles du réel, comme si l'univers produisait encore et encore des structures capables de relier des éléments dispersés entre eux, des réseaux, des connexions, des circulations invisibles. Mais c'est pas tout, parce que lorsqu'on s'intéresse non plus seulement aux formes, mais aux rythmes, aux vibrations, aux fréquences, aux oscillations, une autre coïncidence intrigue depuis longtemps certains chercheurs. En fait, la Terre elle-même résonne, elle vibre en permanence. Et ça peut sembler presque poétique dit comme ça, sauf que c'est un phénomène physique bien réel. En fait, autour de la planète, il existe une immense couche de l'atmosphère appelée l'ionosphère. C'est une zone située à plusieurs dizaines de kilomètres au-dessus de nos têtes, où les rayonnements du Soleil arrachent les électrons aux atomes de l'air. L'atmosphère devient donc partiellement électrique, capable de conduire certains courants et certaines ondes. Entre le sol terrestre et cette couche chargée électriquement, il existe comme une gigantesque cavité autour de toute la planète. Une sorte d'immense caisse de résonance naturelle. Et cette cavité est constamment bombardée par les éclairs. Chaque seconde, quelque part sur Terre, des milliers d'orages éclatent. Et un éclair, c'est pas seulement de la lumière, c'est aussi une énorme décharge électrique qui produit des ondes électromagnétiques. Ces ondes se propagent tout autour du globe. Mais au lieu de partir simplement dans l'espace, une partie rebondit entre le sol et l'ionosphère, un peu comme un son qui résonne dans une pièce fermée. Certaines fréquences vont alors se renforcer mutuellement. Elles s'additionnent, se stabilisent, créant des vibrations globales, mesurables à l'échelle de toute la planète. On appelle ça les résonances de Schumann. Une fréquence fondamentale autour de 7,83 Hz, avec des harmoniques plus élevées. C'est une sorte de battement électromagnétique global de la planète. Un rythme de fond, constant, mesurable. De son côté, le cerveau humain fonctionne aussi grâce à des oscillations électriques. Des neurones communiquent par des impulsions et ces activités produisent des rythmes cérébraux mesurables, chacun correspondant à différents états de vigilance, de repos, de concentration ou de sommeil. Et ce qui intrigue certains chercheurs, c'est pas une correspondance parfaite qui n'existe pas, mais le fait que certaines de ces activités cérébrales, basse fréquence, se situent dans des ordres de grandeur proches de cette résonance terrestre. Alors très vite, une tension apparaît, celle de rapprocher ces deux rythmes, de se demander s'il existe une sorte de synchronisation naturelle entre l'activité électrique du cerveau et les pulsations électromagnétiques de la Terre. Mais ici, il faut être précis. La science ne montre pas de lien causal direct, simple, entre la résonance de Schumann et les états de conscience humains. Le cerveau ne s'accorde pas mécaniquement à une fréquence terrestre comme un instrument de musique. Les preuves d'un couplage direct, systématique et déterminant ne sont pas établies. Et pourtant, il reste une idée persistante, plus subtile, parce que le cerveau, comme tout système vivant, évolue dans un environnement électromagnétique, gravitationnel, thermique, globalement dynamique. Il n'est jamais isolé. Il baigne en permanence dans un champ de force naturelle extrêmement complexe. Et la Terre, elle, n'est pas un simple support inerte. Elle est un système actif, vibrant, traversé de phénomènes physiques continus, de systèmes vivants au sens large,
l'un biologique, l'autre planétaire, évoluant dans une même réalité physique. Alors la question devient moins, sont-ils connectés directement, et davantage, qu'est-ce que ça signifie que deux systèmes aussi complexes coexistent dans les gammes de rythmes comparables, au sein du même environnement global. Parce que ce qui frappe, encore une fois, c'est pas une preuve de lien direct, c'est une résonance d'échelle, une impression de continuité dans les dynamiques. Comme si à différents niveaux du réel, des systèmes différents produisaient des oscillations, des structures, des motifs, qui finissent par se répondre sans jamais être identiques. À ce moment-là, une sensation étrange revient. Comme si le monde n'était pas seulement fait de choses, mais aussi de rythmes, de vibrations, de circulation. Et que ces rythmes du sol terrestre jusqu'aux circuits neuronaux faisaient partie d'un même tissu physique, encore largement inexploré dans sa complexité. Et si on élargit encore un peu le regard, si l'on quitte un instant les structures invisibles, les rythmes, les résonances, les échelles vertigineuses, on peut revenir sur quelque chose de plus proche, plus concret. Sous nos pieds, la Terre. Parce que finalement, tout ce que nous avons parlé se déroule ici, sur cette planète. Un système clos mais pas figé, un système en mouvement permanent, une enveloppe fine, fragile à l'échelle cosmique, mais extraordinairement active. L'air circule, les océans se déplacent, les masses de glace avancent et reculent, les forêts respirent, les saisons se succèdent, les courants marins redistribuent la chaleur, les tempêtes se forment et disparaissent. Rien n'est isolé, tout interagit, tout communique à distance, parfois sur des milliers de kilomètres sans jamais se toucher directement. Et dans ce système, le vivant n'est pas séparé du reste, il en fait partie. Les organismes ne vivent pas sur la Terre comme une surface neutre. Ils vivent dans un ensemble dynamique où chaque élément influence les autres. L'atmosphère n'est pas seulement un décor, les océans ne sont pas seulement des masses d'eau. Le sol n'est pas seulement un support, ce sont des composantes d'un système global, en équilibre instable, en adaptation constante. Et le corps humain, lui aussi, s'inscrit dans cet ensemble. Il respire ce même air. Il dépend de ses cycles, il réagit aux variations de température, de lumière, de pression. Même lorsque nous avons l'impression d'être séparés du monde, nous restons intégrés à ces grandes dynamiques planétaires, comme si la Terre elle-même formait une sorte d'unité vivante. Parce que si la Terre est un système complexe organisé en équilibre dynamique, que dire de nous, qui en faisons partie? Nous ne sommes pas face à l'univers, nous en faisons partie. Et surtout, nous n'en avons jamais été séparés. Le ciel que nous observons n'est pas seulement au-dessus de nous, il est aussi la condition même de notre regard. Le temps que nous mesurons n'est pas seulement extérieur, il traverse notre propre existence. Et le monde que nous essayons de comprendre n'est pas uniquement un objet d'étude. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de télécharger mon application d'astronomie SiriusStar, c'était un plaisir, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je réponds à tous les commentaires quand la vidéo est sortie il y a moins de 24 heures, c'était Zebroulos. Ciao. Ah oui non, attendez, patientez, je vous mets deux vidéos ici, choisissez quelle vidéo vous plaît, et voilà, entre ces deux sujets normalement très intéressants, l'un ou l'autre, à vous de jouer. Ciao.